La crainte des vaccins a toujours été dans l'imaginaire collectif, puisque dès qu'il y a eu vaccin, il y a eu anti-vaccin. Je suis Laurent Rivigno, historien des sciences, et j'ai coécrit avec la biologiste Françoise Salvadori un livre anti-vax, la résistance aux vaccins du XVIIIe siècle à nos jours. En général, on fait remonter l'histoire de la vaccination à l'époque de Pasteur, d'abord parce qu'en tant que Français, ça nous rassure de savoir que c'est un compatriote qui aurait inventé les vaccins, mais en réalité, les vaccins ont été inventés, enfin le premier vaccin a été inventé par un médecin anglais, Édouard Jenner, à la fin du XVIIIe siècle, et avant ça, il existait aussi une pratique qu'on appelle l'inoculation variolique, qui était une pratique pré-vaccinale, si on veut. Ça fonctionne sur les mêmes principes, mais ce n'est pas exactement le même procédé. Pasteur est connu dans l'histoire de la vaccination, d'abord parce que c'est lui qui a, si on veut inventer le mot, enfin plus exactement, il a repris le terme qui désignait justement ce vaccin antivariolique inventé par Jenner, qui s'appelle la vaccine, et il a proposé de généraliser le terme sous forme de vaccination pour tout autre procédé qui fonctionnerait de la même manière. Le plus célèbre, évidemment, pour lui, a été le vaccin contre la rage. On avait essayé contre la syphilis, on avait essayé contre la peste, contre le choléra, et on a échoué. Donc, contre la rage, il montre que c'est possible. Si c'est possible avec la variole, si c'est possible avec la rage, c'est possible avec d'autres maladies. Alors évidemment, selon qu'il s'agisse de bactéries ou de virus, le fonctionnement immunitaire n'est pas le même, la fabrication des vaccins n'est pas du même genre, mais disons petit à petit, après Pasteur, on va voir apparaître des vaccins contre la typhoïde, contre le tétanos, contre la diphtérie, etc. Et puis donc jusqu'à l'époque que nous connaissons, les vaccins se multiplient, surtout après la Seconde Guerre mondiale. La question de la punition pour non-respect de la loi, dès l'article 6 de la loi de 1902, qui porte sur l'obligation vaccinale du vaccin antivariolique, contient des amendes. Simplement, en fait, la police des vaccins est attribuée aux maires. Et les maires, ils hésitent toujours à faire des procès à leurs électeurs. Donc cette loi de 1902, elle est plus ou moins bien appliquée. Il y a des rapports à la fin des années 30, au début des années 40, sous le régime de Vichy, qui disent que en fait, la couverture vaccinale n'est absolument pas assurée. Et donc ça incite les gouvernements d'après-guerre, donc le gouvernement de la 4e République, de renforcer encore l'arsenal législatif et surtout de mettre en place une santé publique qui permette de mieux surveiller et de mieux imposer donc ces réglementations d'obligation. Et ça amène donc à la loi de 1950 avec le décret d'application 51 donc sur l'obligation du BCG. La crainte des vaccins a toujours été dans l'imaginaire collectif, puisque dès qu'il y a eu vaccin, il y a eu anti-vaccin. Mais ensuite, cette crainte, elle est polymorphe. C'est-à-dire que vous allez avoir de la peur de l'aiguille, le truc le plus simple, jusqu'à des théories du complot complètement délirantes. Donc, entre ces deux extrêmes, vous allez trouver des tas de motivations. Il y a des gens pour comprendre l'intérêt de la vaccination, il faut faire un calcul qui est un calcul de la fameuse balance bénéfice-risque. Qu'est-ce que je risque concrètement à me faire vacciner ou à ne pas me faire vacciner? Or, le vaccin, de ce point de vue-là, est un médicament très spécifique. Le médicament, il soigne. Donc, c'est du curatif. Alors que le vaccin, c'est du préventif. Et c'est du préventif à l'échelle d'une population. Alors, quand en plus il y a une loi d'obligation derrière, c'est quelque chose qui est très difficile à appréhender à l'échelle individuelle, en fait. Pourquoi l'État m'oblige à prendre un médicament dont je n'ai pas envie et dont je pense en plus que je n'ai pas besoin, puisque la maladie, elle n'est pas là. Et ça, c'est un des problèmes aussi qu'on rencontre en particulier dans les pays occidentaux riches, c'est que les maladies pour lesquelles les vaccins sont obligatoires, par exemple, sont des maladies qui, en particulier grâce au vaccin, pas que, mais en particulier grâce au vaccin, ont disparu de la circulation. Donc, qui aujourd'hui a vu un cas de diphtérie? Qui aujourd'hui a vu un cas de polio, sachant que la polio est quasiment éradiquée à l'échelle mondiale, il n'existe plus que quelques foyers dans des zones, principalement des zones de guerre. Donc, la maladie, le danger épidémique, jusqu'à cette année 2019-2020, n'était plus sensible. Et donc, qu'est-ce qui reste? Eh bien, il reste le petit risque
d'incidents vaccinal, c'est-à-dire le choc anaphylactique, la réaction, la mauvaise réaction à tel ou tel produit, etc. Et ça, par contre, même si c'est extrêmement rare, un cas ou sur 1 million, ça existe, alors que des cas de diphtérie ou de polio, c'est zéro. Donc, évidemment, la balance bénéfice-risque, elle est d'autant plus difficile à apprécier parce qu'il faut faire un calcul en se disant oui, mais si on arrête la vaccination trop tôt, il y a un risque que la maladie reprenne, donc il faut s'assurer que la maladie soit vraiment cernée, si vous voulez, par le procédé pour qu'on puisse se permettre de plus vacciner, etc. Le mouvement anti-vaccin en France, il existe historiquement depuis l'origine. Il peut être même assez virulent. À l'époque de Pasteur, il y a des gens qui le critiquent de manière très, très dure, mais ça reste très confidentiel. En fait, ce qui se passe donc de manière récente, l'antivaccinisme, plus exactement, l'hésitation vaccinale ou le vaccinoscepticisme que nous voyons s'exprimer dans les sondages aujourd'hui est relativement récent. Il date des années 90, en gros, avec un premier décrochage donc, qui a été lié en partie au cafouillage de communication politique autour de la vaccination contre l'hépatite B, avec un ministre qui dit vaccinez-vous, c'est une urgence, c'est une recommandation d'État, etc. Et le ministre suivant qui dit il y a un doute, on ne sait pas, on va suspendre la vaccination parce que certaines études nous disent qu'il pourrait y avoir un lien avec la sclérose en plaques. Bon, lien qui depuis a été démenti. Donc les années 90, c'est aussi, même si la France a été peu touchée par ce phénomène, mais quand même, les anti-vaccins se sont bien évidemment fait un plaisir de communiquer là-dessus, la polémique autour du ROR, donc c'est-à-dire de ce combiné de vaccins qui était censé provoquer l'autisme, selon une étude frauduleuse produite par le docteur Wakefield, qui était un docteur anglais qui a été radié depuis de l'ordre des médecins. Donc, les années 90, c'est ça. C'est quelques scandales, je dirais, à l'échelle internationale, plus un scandale national, enfin un scandale national, disons une polémique nationale plutôt, autour de la vaccination anti-hépatite B. Et puis ensuite, la deuxième étape qui a sans doute constitué le vrai moment de décrochage, ça a été la grippe H1N1, sur laquelle maintenant on peut avoir un regard rétrospectif assez amusé d'une certaine façon, parce qu'en réalité, ce qui s'est passé là, c'est que la ministre de la Santé, Roselyne Bachelot, a appliqué un principe de précaution. Elle avait des rapports de l'OMS qui étaient assez alarmistes, et d'ailleurs, s'il y a eu une erreur dans cette crise, c'est très probablement du côté de l'OMS qu'il faudrait la mettre. Elle s'est contentée d'appliquer, si je puis dire, un principe de précaution. Et ce que l'on lui a reproché, finalement, c'est d'avoir acheté des doses, acheté des masques en masse, alors que la pandémie n'a pas eu lieu. Donc, les doses de vaccins sont restées dans les frigos. En plus, les Français n'y croyant pas, n'ayant pas confiance, on leur avait dit qu'ils ne pouvaient pas se faire vacciner chez leur médecin de famille, ça ne leur a pas plu du tout. L'idée d'une vaccination dans les gymnases et tout ça, c'est une chose qui passait pas du tout dans les années 2000. Et donc, ça a conduit à un taux de vaccination très faible en France, plus faible d'ailleurs qu'ailleurs. Et on en a conclu que finalement, soit volontairement, soit involontairement, la ministre de la Santé s'était fait acheter par les laboratoires pour vendre des produits inutiles. Voilà ce que les Français ont conclu. Et on sait aujourd'hui, encore une fois, parce qu'on en a la démonstration concrète, que ce raisonnement est erroné. Certainement que l'anti-vaccinisme français, ou plutôt le scepticisme vaccinal français, il est très politique dans sa nature. Peut-être que cette dimension politique existe dans d'autres pays, c'est indéniable. On le voit par exemple aux États-Unis. Trump a essayé d'instrumentaliser le pour ou contre vaccin ou le pour ou contre masque à des fins politiques. Donc on n'est pas les seuls à raisonner de cette manière, mais sans doute nous, en raison de notre histoire propre et de notre rapport très problématique à l'État, dont on attend beaucoup et donc dont on est beaucoup déçu aussi, qui nous déçoit beaucoup aussi, il y a cette dimension politique très forte, je pense, dans le scepticisme français. La question de l'impact des vaccins dans la santé globale, en fait, c'est une question compliquée parce qu'en réalité, on peut répondre de manière schématique, et ce ne sera pas complètement faux, que les vaccins ont considérablement agi, contribué à la disparition d'un certain nombre de maladies, à la baisse de la mortalité d'un certain nombre de maladies, notamment, bien sûr, celles que les vaccins combattent, c'est-à-dire les maladies infectieuses.
Quand on regarde dans le détail, on s'aperçoit que les vaccins ont été inventés au même moment où on mettait en place des mesures d'hygiène beaucoup plus rigoureuses, donc ce qu'on appelle la sepsis, c'est-à-dire le combat, par exemple, on stérilise les instruments chirurgicaux, on fait attention quand on opère ou quand on ne serait-ce que l'aiguille d'une seringue, etc. Donc tous ces gestes en fait, médicaux ont été petit à petit appris depuis le milieu du 19e siècle. On a considérablement fait. Bien sûr, c'est un secret pour personne, la médecine a fait d'énormes progrès, je dirais dans tous les domaines, dans le domaine de l'hygiène, dans le domaine de l'asepsie, dans le domaine du traitement chirurgical, dans le domaine du traitement antibiotique, dans le domaine du traitement technique. Les techniques, les appareils qu'on utilise pour sauver les gens sont de plus en plus perfectionnés. Au milieu de tout ça, il y a aussi les vaccins, donc qui agissent de manière, on dira, ponctuelle pour véritablement gagner le dernier kilomètre, c'est-à-dire en fait de faire disparaître une maladie qui autrement, si elle était combattue par des moyens autres ou simples, pourrait toujours être susceptible de revenir, de ressurgir. On sait que grâce à la vaccination, on arrête, dans la majorité des cas, ce n'est pas vrai pour toutes les maladies ni pour tous les vaccins, mais on arrête les chaînes de contamination. Et de cette manière, on peut faire véritablement régresser une maladie jusqu'à la faire complètement disparaître. Ça a été le cas pour la variole. La variole a été vaincue. Elle a été vaincue par l'hygiène, par le développement, par l'évolution sociale, etc., tout ce que vous voulez, mais aussi par le vaccin, au point que cette maladie a purement et simplement disparu de la surface de la Terre.